Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Cash, votre rendez-vous bourse sur LN24 bien sûr. Tout comprendre pour faire fructifier votre argent. Nous sommes avec notre spécialiste Tara Bando. Bonsoir Tara. Bonsoir. Nos invités ce soir en plateau, Kevin Tauzet. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Pour Carmignac et à vos côtés Nicolas Ozicom. Bonsoir. Nicolas. Pour Pula Co. Malgré les incertitudes au Moyen-Orient, les marchés refusent de céder à la panique et continuent d'avancer. On va faire le point bien sûr sur toute l'actu des marchés. Nous évoquerons aussi dans notre débat tout à l'heure l'intelligence artificielle et surtout le modèle des logiciels. Est-il toujours dans la course ? Vu les performances, il semble bien que oui. Séance difficile par contre pour Broadcom. On va en parler, mais tout de suite, l'analyse des marchés. Entre anticipation sur les taux, les tensions en Iran, les indices européens restent volatiles, mais globalement dans le vert. Analyse. Retour sur une semaine contrastée sur les marchés européens en baisse, marquée par l'intelligence artificielle, des spéculations de rachat et plusieurs dossiers d'entreprise très suivis. Ce lundi, l'actualité a été dominée tout d'abord par Schneider Electric. Le titre a gagné plus de 3% après avoir été choisi par SoftBank pour participer au développement d'infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle en France. Une nouvelle qui confirme le rôle central du groupe dans l'électrification et les centres de données. Mais la vedette du jour était sans aucun doute EasyJet, la compagnie aérienne britannique a bondi de 7% après des rumeurs d'offres de rachat. Le fonds d'investissement Castle Lake a reconnu étudier une éventuelle opération. Aucun contact officiel n'a été confirmé par EasyJet, mais les investisseurs ont immédiatement commencé à intégrer une prime potentielle de contrôle dans le cours de l'action. Cette réaction illustre l'attrait retrouvé du secteur aérien porté par une demande de voyage toujours robuste. Mardi, changement d'ambiance avec la chute spectaculaire d'Abivax. La biotech française a perdu plus de 43% après des résultats décevants concernant son traitement expérimental contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Autre dossier sous pression, Bayer. Le groupe allemand a reculé de près de 3%, pénalisé par les inquiétudes entourant le contentieux du glyphosate aux États-Unis. Les investisseurs restent nerveux à l'approche d'une échéance clé concernant un accord de règlement collectif. Plus de 7 ans après le rachat de Monsanto, le dossier continue de peser lourdement sur la valorisation du groupe et entretient l'incertitude sur son avenir. Mercredi, Valeo s'est envolé de plus de 18% après une note optimiste de JP Morgan, tandis qu'Inditex, maison mère de Zara, a progressé grâce à un bon redémarrage de la saison estivale. Enfin, jeudi, Rémi Cointreau a rassuré les investisseurs avec des perspectives de retour à la croissance, faisant grimper le titre de plus de 11%, alors que Puma a gagné 5% après un relèvement de recommandations de Citigroup. Une semaine qui rappelle que même dans un marché dominé par les grands thèmes comme l'IA, ce sont souvent les histoires propres à chaque entreprise qui font la différence. Voilà pour l'Europe, un bilan contrasté cette semaine aux États-Unis avec une introduction majeure attendue. On va faire le point avec Peter Tuchman depuis Wall Street. Bonjour, ça va? Obviously, there's this sort of irrational enthusiasm around SpaceX and whatnot. We hit record highs across the board over the last 2 or 3 weeks. The market's completely disengaged, whatever's happening in the Middle East. And then yesterday happened. I think what happened yesterday was, let's think about it. The earnings have beat 80% of the S&P earnings have beat. So we've had a really great time. But what's strange about the price action is that when a stock beats, look at Marvell, that Jensen Huang said it's going to be the next trillion-dollar company. The stock didn't go up $20, $5. It went up $65. I mean, the moves are crazy. Earnings are good. Guidance is good. A stock doesn't go up 30 cents or $1. It goes up $50. And so these irrational moves are so crazy. It's obviously contributing to these record highs. But I think that there is a school of thought that, I mean, how much farther can the market go? I think if the Middle Eastern crisis is settled completely and everybody decides to become best friends again, I believe the market will go higher. Now, look, let's talk about Tesla. I mean, if you think about it, about SpaceX, he's lumping everything together to have the biggest IPO in history. $1.3 trillion valuation is completely nuts. However,
They just signed a $4 billion deal with the United States government to basically yesterday, all right, to do all the satellites for the U.S. Army and all of our armed forces. So 1.3 trillion is not that crazy anymore, right? I mean, I know they only had 20 billion in revenues last year and a $4 billion contract. It's still obviously trading at 100 times earnings or whatever it is. But you know what? Look, that blue oyster cult, whatever that thing happened last week, right? When the other competitor of SpaceX blew up, right? The Jeff Bezos company, that was a big endorsement of this company as well. I mean, I'm sorry for what happened over there, but you know, think about it. If there's a space race and one guy's knocked out, the other guy's the winner, it's obviously going to contribute to bigger valuations. Voilà, merci à Peter. Depuis New York, on va parler bien sûr des attentes autour des taux, aussi des matières premières et du pétrole notamment. On rejoint Valentine Hénouz pour Amundi à Paris. Bonjour Tara. Les investisseurs suivent aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt les publications des données sur l'inflation. Il est intéressant aujourd'hui de comprendre comment cette hausse du prix du pétrole va se diffuser dans l'économie et quel va être son impact sur la croissance. Cette semaine, l'euro a été soutenu par la publication des données sur l'inflation. L'inflation dans la zone euro se monte à 3,2% en mai, soit un plus haut depuis septembre 2023. Cette publication va dans le sens d'une hausse des taux de la BCE au mois de juin. Contrairement à la zone euro, les données dans l'économie américaine surprennent positivement. L'économie américaine résiste particulièrement bien à ce conflit au Moyen-Orient, car l'économie américaine est soutenue par la tech. Les chiffres de croissance au premier trimestre, qui sont de 2%, sont véritablement tirés par la tech. Ils sont soutenus par une consommation qui reste résiliente. Cet soutien à la consommation s'explique par la consommation des ménages les plus riches, s'explique pas par une évolution du revenu disponible, mais s'explique par un effet richesse, parce que le marché action se comporte bien, parce que les valeurs de la tech performent. Donc une croissance aux États-Unis qui reste résiliente, soutenue par le marché action, soutenue par le secteur de la tech. Et voilà pour nos analystes. Il est temps de faire réagir nos invités en plateau. Nicolas Eusicom, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine des marchés toujours hauts, malgré les tensions internationales, les incertitudes? Qu'est-ce qui pousse les marchés à la hausse? Mais je pense que ce qui pousse les marchés, évidemment, depuis quelques semaines et quelques mois, ça reste évidemment l'IA, typiquement les semi-conducteurs. Mais globalement, en fait, sur le marché, c'est plutôt la micro que la macro pour le moment. Quand on regarde en fait la croissance des bénéfices, c'est assez important pour expliquer justement la hausse des cours. Il y a certains indices comme par exemple le Nasdaq, donc l'indice technologique américain. C'est ce qu'on voit à l'écran là. Oui, en fait, donc l'idée c'est de montrer qu'en fait, par exemple, si je prends le Nasdaq, depuis un an, la performance en fait c'est un peu plus de 40%. D'accord, donc c'est quand même assez impressionnant évidemment. Si vous regardez en fait, la croissance des bénéfices qu'on attend sur les sociétés qui composent le Nasdaq, c'est de plus de 50%. Donc en fait, quand on analyse la valorisation, quand on ramène les cours par rapport aux bénéfices attendus, il y a un an on payait plus ou moins 26 fois cet indice, maintenant on le paye plus ou moins 25 fois. Donc c'est-à-dire que on peut penser qu'on est sur des niveaux hauts, et bon c'est le cas, mais en termes de valorisation, en fait, je dirais elles sont majoritairement poussées par une croissance des bénéfices qui est vraiment impressionnante. Oui, est-ce que, Kevin, vous partagez cet avis? On est quand même, malgré tout, on va de record en record, on a l'impression, et les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, comme on dit. Oui, donc c'est fait, voilà, ça peut interroger parfois, d'avoir ces trajectoires de performance un peu paraboliques. On nous pose souvent la question, c'est la même chose pour Nicolas ou pour vous-même et Tara, de est-ce qu'il y a une bulle sur le segment de la technologie? Comme le disait Nicolas, s'il y a une bulle, ce n'est pas une bulle de valorisation. Alors, il y a peut-être une bulle ou des attentes de perspectives de croissance bénéficiaire qui sont quand même assez généreuses. Mais en tout cas, ce n'est pas une problématique de valorisation aujourd'hui. Même sur les introductions en bourse qu'on attend maintenant, Peter parlait de SpaceX, il disait c'est un peu dingue. On attend encore Anthropic qui doit aussi rentrer. Et d'autres, ces valorisations-là, 100 fois les bénéfices attendus, ils ont signé des contrats il n'y a pas longtemps. C'est plutôt sans voir les ventes, parce que des bénéfices, il n'y en a pas beaucoup. C'est des entreprises qui brûlent quand même beaucoup de cash, qui investissent beaucoup. Il y a des contrats quand même qui ont été signés pour SpaceX. Sur SpaceX, si on regarde ses principales divisions, mais il y en a qui sont
génératrices de revenus. On pense notamment à tout ce qui est Starlink, par exemple, les contrats de défense. Alors voilà, votre confrère à New York parlait de 4 milliards. Il y a eu un autre contrat qui a été signé, c'est plutôt 6 milliards de contrats de défense qui ont été signés rien que la semaine dernière aux États-Unis, donc avec le ministère de la Défense, pardon, de la guerre américaine. Pour fournir des satellites à l'armée américaine. Exactement. Et donc la division qui perd le plus d'argent, c'est la division intelligence artificielle, donc XAI. Mais là aussi, dans les documents d'introduction en bourse de SpaceX, on a eu quand même quelques éclairages, et notamment une des valeurs phares du secteur de l'intelligence artificielle qui est Anthropic, qui paye et qui règle SpaceX à hauteur de 1,25 milliard par mois pour de l'allocation de la puissance de calcul dans les centres de SpaceX. Et donc on commence à se dessiner quand même des sources de revenus aussi sur ce volet-là. Aujourd'hui, donc voilà, l'introduction en bourse se fera le 11 juin à la clôture. 75 milliards de dollars devraient y être levés pour une valorisation de capitalisation boursière totale de 1,75 trillion de dollars, ce qui en ferait la 7e capitalisation boursière américaine. Nicolas Ussicom pour Pilatco, peut-être un petit mot sur les taux. Il y a beaucoup d'attentes, de questionnements autour de la décision de la Banque Centrale Européenne. Oui. La semaine prochaine, le 11. C'est la semaine prochaine. Bon, en tout cas, quand on regarde les attentes du marché, c'est assez consensuel sur le fait qu'ils vont augmenter les taux. Donc augmenter les taux, c'est 25 points de base. Bon, ça ne changera pas non plus toute la donne. On est à 2% et ils augmenteraient à 2,25. À cause de l'inflation, à cause des prix de l'énergie qui ont augmenté. Oui, je pense qu'il y a toutes des craintes qui sont liées à ça, évidemment. On est toujours dans le 4e mois de ce conflit qui, pour le moment, continue. Le détroit est toujours fermé. On a des attentes de hausse de l'inflation qui sont là. Nous, d'ailleurs, au sein de Quintet, on a augmenté nos attentes d'inflation. On a diminué nos attentes de croissance pour l'année. Donc, ça peut paraître logique d'attendre, en effet, une hausse de taux de la part de la BCE qui, en tout cas, selon le marché, devrait intervenir la semaine prochaine. Kevin, pour oui, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation, c'est bien tout le risque, c'est que les anticipations d'inflation, elles soient systématiquement revues à la hausse. Donc c'est bien le mandat de la Banque Centrale Européenne qui, contrairement à son homologue américaine, n'a qu'un seul mandat, celui de l'inflation. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, si on regarde les composantes de l'inflation, que ce soit l'inflation totale ou l'inflation sous-jacente ou l'inflation des services, est en train de réaccélérer et au-dessus des 2%. Donc il y a une hausse de taux qui est anticipée là pour le jeudi prochain, et il y en a une autre qui commence à se dessiner pour mi-juillet, et les marchés disent même que potentiellement on en aura une troisième. D'ailleurs, cette semaine, on a vu une révision à la hausse des perspectives de ce que pourrait faire la Banque Centrale Européenne au cours de l'année 2026, parce que l'inflation, c'est un sérieux problème. Et d'ailleurs, je crois que dans les grandes banques centrales, c'est sans doute la seule qui adopte quand même une ligne de conduite qui est assez claire. On ne peut pas en dire autant de la Réserve fédérale américaine ou de la Banque d'Angleterre. Eh bien, on va continuer l'analyse. On va passer à l'actu portefeuille tout de suite. Nicolas Ussicom, voilà, dans ce contexte un petit peu toujours particulier, j'imagine que, bien sûr, les investissements, c'est sur du moyen, du long terme, mais il y a tout de même des arbitrages qui sont procédés. Il y a des in, il y a des out dans un portefeuille. Oui, alors nous, le dernier in, je dirais qu'on a implémenté dans notre portefeuille, c'est plutôt sur la poche obligataire. C'est notamment pour se diversifier un petit peu. Donc, c'est sur la dette émergente en devise locale. Typiquement, pour l'aspect, je dirais, différenciant par rapport au reste de notre portefeuille, notamment au niveau des pays qui composent l'indice, au niveau également du rendement qu'il génère. Parce qu'on parle Votre portefeuille, c'est quoi? C'est au niveau des pourcentages actions et obligations, on a combien? On est toujours légèrement surpondéré en actions, donc on doit tourner aux alentours des 52-53% d'actions. Et obligations? Et obligations, certainement une petite quarantaine de pourcents qui est investi en obligations. Et donc cette poche-là, en fait, nous permet d'avoir un rendement à maturité qui est plus important. Ça tourne aux alentours des 6%. Et la qualité crédit, en fait, dans la dette émergente en devise locale est plutôt importante, parce qu'en fait, on a 75% de cette dette qui est plutôt investment grade, donc de bonne qualité. Ça veut dire quel pays? Plutôt la Chine, plutôt l'Asie, hors Chine, ou l'Amérique latine? Il y a aussi l'Amérique latine, tout à fait. Donc c'est assez global. Donc on a de l'asiatique et on a également de l'Amérique latine. Oui, tout à fait. De l'autre côté, Kevin Tozet, pour Carmignac, voilà, est-ce qu'il y a des in, des out par rapport à cette situation? Oui, alors je vais compléter ce que disait Nicolas. On parle de la dette en devise locale en Amérique latine. Au Brésil, vous achetez des instruments de dette de court terme, vous avez à peu près 15% de rendement, c'est quand même
1% par mois, c'est quand même non négligeable. Voilà. Une fois cette aparté faite... c'est coté en réal brésilien. Oui, en réal brésilien, oui, à l'effet de devise. Hein, mais enfin, le risque de la devise. Il y a un risque de devise quand même. Avec 15% de portage, on peut quand même absorber un peu de volatilité sur la devise. Cette parenthèse faite, sur les sorties dans nos portefeuilles. Vous avez pris des prises de bénéfices sur les valeurs. Exactement. C'est ce qu'on voit sur le graphique, le premier graphique. Donc on aime toujours ce secteur technologique, vous l'aurez compris. On veut rester investi dans ce secteur-là. Par contre, on voit quand même des trajectoires de performance qui sont absolument stellaires. On parle beaucoup de Nvidia et TSMC qui ne font sur les 3 derniers mois que 25% de performance. On a vu une séance difficile pour Broadcom, ce jeudi, moins 15%. Oui, alors, mais donc, là aussi, on veut dire qu'on a quand même des trajectoires de performance qui sont assez paraboliques et exponentielles. Il faut savoir que là aussi, les ventes de Broadcom, elles sont en très forte hausse. Elles sont en hausse de près de 50% et elles sont entendues en hausse encore plus élevée. Donc la prise de profit ou la baisse très importante sur le titre de Broadcom, c'est sans doute lié à ce que fait le marché. Entendez à ce qu'on ait des revues à la hausse des perspectives de croissance, de croissance des ventes à moyen terme, à horizon 2027. Ça n'a pas été le cas. Pour nous, c'est plutôt un point d'entrée qu'autre chose. Pour revenir à ce graphique, vous avez pris des prises de bénéfices sur quoi? Sur SKNX, sur les valeurs coréennes, exactement. C'est ça? Quand on investit sur le secteur technologique, on ne le fait pas avec 2 valeurs, on le fait plutôt avec 20 valeurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on a pris des bénéfices sur les valeurs, donc des valeurs coréennes, des valeurs taïwanaises qui gravitent autour de TSMC, dans le secteur de la mémoire aussi, pour réallouer ce capital-là sur des entreprises dont les valorisations sont moins importantes. Et c'est peut-être l'autre enseignement de Broadcom, c'est quand vous avez une entreprise comme Broadcom qui s'échange à 60 fois les bénéfices de l'année dernière, il y a un petit peu moins de place pour, on va dire, un petit peu moins d'optimisme. Donc ça, c'est les mouvements qu'on a pu faire plutôt en termes de prise de bénéfices, sur ce qu'on a eu tendance à rentrer dans les portefeuilles au cours Mais vous restez présent, c'est prise de bénéfices seulement. Oui, sur le secteur technologique, on va dire dans un fonds action comme Carmignac Investissement, on a à peu près 40% de nos investissements dans le secteur technologique et on fait de la rotation au sein de celui-ci. Sur les valeurs qui ont pu être rentrées dans le portefeuille, on a rentré des positions plutôt dans le secteur bancaire. Donc là, je rejoindrai ce que disait Nicolas, notamment par exemple dans certains pays émergents. On pense à des banques en Amérique latine. Très spécifique, un secteur bancaire, mais pays émergents. Et pays émergents et aussi en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on essaie d'illustrer ici, c'est-à-dire que je l'illustre ici avec le 2 ans allemand, qui est en général un bon indicateur de où sera la politique, où seront les taux de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne sur un horizon, on va dire, court-moyen terme. On voit que ça a suivi quasiment ligne par ligne, jour par jour, le prix du pétrole. Ça nous dit quoi ? Que les taux de la Banque Centrale Européenne vont être remontés. Comme on le montre ici, ça a plutôt un impact positif sur le profit des banques, si tant est qu'elles ne redistribuent pas pleinement leurs actifs qui sont rémunérés au taux de la Banque centrale. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que sur le conflit, on se fait quand même un peu baladé, si vous me permettez l'expression, par les différents tweets et les différents échanges. Je ne crois pas qu'on puisse écarter le fait que pourrait y avoir une résolution de ce conflit-là. Et le secteur bancaire européen est sans doute une bonne façon, ou en tout cas une façon, j'espère maligne, d'aller s'exposer à une possible résolution du conflit, d'ailleurs qu'il soit en Ukraine ou en Iran. Ça sera très bénéfique aux perspectives de croissance en Europe et donc perspectives aux sentiments et donc très, très bénéfique aux banques. Ça, c'est un point. Et en plus, sur le secteur bancaire, on a quand même en Europe un dividende et des rachats d'actions qui sont relativement confortables, on va dire autour de 6%, et donc on est quand même aussi payé pour attendre. Donc voilà les mouvements qu'on a pu mettre en place, parce que, encore une fois, s'il devait y avoir résolution du conflit, je crois qu'il y aurait un élargissement des moteurs de performance, ce ne serait pas que la tech américaine, chinoise, taïwanaise, asiatique ou européenne. Eh bien, merci à tous les deux. On va clôturer cette actu portefeuille avec vous, Tara. On va parler consommation avec ce géant du textile, la maison mère de Zara. C'est Inditex, espagnol, c'est bien ça? Espagnol, Industria de Diseño Textil. Inditex. Alors, Zara fait 70% du chiffre d'affaires. Inditex existe depuis quasiment 50 ans. Premier magasin ouvert en 75 à La Corogne. En fait, il y a les résultats qui sont sortis jeudi.
Au premier trimestre, le groupe espagnol a réalisé un chiffre d'affaires de 8,75 milliards d'euros en termes ajustés, en hausse de 8,8%. Surtout, en plus de ça, sa marge brute qui s'est améliorée à 61,2% contre 60,6% un an plus tôt. Alors ça veut dire qu'en fait, elle arrive à préserver la stabilité, sa rentabilité malgré la hausse des coûts des matières premières et l'impact de la crise énergétique. Ça, c'est très important. Il faut savoir évidemment que Zara, c'est le leader de la fast fashion, rapidité extrême. Concevoir, produire et livrer des collections limitées en seulement 2-3 semaines avec ses usines en Portugal, au Maroc et en Espagne. D'ailleurs, dans le secteur en général, les invendus, c'est 15%. Zara, c'est 0,6%. Comment ? Avec des étiquettes dans lesquelles il y a des puces qui permettent de gérer le stock en temps réel. Donc c'est un peu à flux tendu, quoi, on va dire. C'est quasiment en flux tendu. Alors, il y a encore pire que ça, attention. Il y a l'ultra fast fashion, Shein et Temu, qui, eux, sont des milliers de références par jour. Évidemment, là, je ne veux même pas parler de durabilité parce qu'évidemment, il y a des conséquences. Il n'est pas dans la même chose. Hein. C'est pas dans la même chose, c'est encore pire. Parce qu'évidemment, il y a toujours un prix à payer pour ça. Je rappellerai que sur le groupe qui pèse 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, on a plus ou moins 6 milliards de bénéfices nets. Il faut savoir aussi une chose. Un des plus grands Zara est à Rotterdam, 9000 m². Très bientôt, fin 2026, début 2027, le plus grand Zara du monde, 14 500 m², ouvrira à Anvers. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, figurez-vous que parmi les capitales de la mode dans le monde, Anvers, c'est celle dans laquelle le prix locatif est le moins cher. Faire un magasin pareil à Paris ou à Londres ou à Milan aurait coûté très très cher. Alors, dernier exemple en date, parce qu'ils sont omnicanaux, mais on parle aussi vraiment, donc ces magasins sont des véritables showrooms, des hubs omnicanaux, mais il y a aussi encore la collaboration virale avec Bad Bunny, qu'on a vu habillé par Zara au Super Bowl et puis ensuite au Met Gala. Et bien la collection est sortie ce mois-ci. Donc voilà, tout ça fait que l'entreprise se porte bien et qu'elle est incollable au niveau de la mode. Je pense que les analystes, ils sont 24 à suivre l'action, en tout cas officiellement recensée sur Bloomberg. Objectif de court moyen, 58,22 €. Eh bien, merci Inditex. Donc, toujours une santé de fer. On va marquer une petite pause et puis on reviendra avec le secteur des logiciels. Est-il toujours ou non dans la course face, bien sûr, à l'IA? À tout de suite dans Parlons Cash. Le secteur des logiciels est-il toujours dans la course face à l'IA? En février, la SaaSpocalypse a provoqué une chute spectaculaire des valeurs du software. Avec la remise en question brutale du modèle, le marché craignait clairement que les agents d'IA autonomes réduisent les besoins en licence. Depuis, eh bien, les principaux acteurs du secteur ont parfois rebondi en bourse, mais la question demeure, l'IA représente-t-elle une menace durable ou une nouvelle opportunité de croissance pour les éditeurs de logiciels? Alors après les puces, faut-il investir dans les éditeurs encore de logiciels? On va bien sûr en parler avec nos spécialistes en plateau. Mais tout d'abord, Tara, vous avez quelques chiffres pour nous dresser le cadre du débat. Ben oui, d'abord, il faut savoir qu'au mois de février, quand ça a commencé, cette forte baisse, le secteur, les grandes entreprises de logiciels avaient perdu 1000 milliards de dollars en bourse en quelques jours. Et donc, on a inventé ce mot, SaaSpocalypse. C'est en fait Software as a Service, Apocalypse. Évidemment, c'est Anthropic et OpenAI qui avaient montré que leur nouvel agent IA autonome, qui pouvait faire le travail de plusieurs humains, et donc on n'aurait plus besoin de facturer des licences par utilisateur. Évidemment, on parle de la fin du logiciel. Ce n'est pas la fin du logiciel, c'est la fin d'un modèle économique peut-être. Il faut savoir qu'il y a 3 types vraiment de joueurs dans cette histoire, dans ce narratif de la SaaSpocalypse. En fait, d'abord, il y a les rois des données. Donc, ce sont ceux qui possèdent des bases de données irremplaçables, par exemple Thomson Reuters ou Intuit. Et pour eux, en fait, les données sont encore plus précieuses que l'IA, et eux devraient normalement bien s'en sortir. Puis il y a les autres, les fournisseurs d'outils du quotidien. D'ailleurs, c'est eux qui ont souffert. On parle de Salesforce, tous ceux qui ont un CRM pour marquer et indiquer toutes les données sur leurs clients et l'aider dans les ventes, eh bien, l'ont vu. Workday, Adobe.
qui vendent des abonnements personnes, eh bien, alors si un agent remplace 4 ou 5 salariés, eh non, on n'a plus besoin de 5 abonnements, et c'est là que ça fait très mal. Et alors on a d'autres comme des chefs d'orchestre un petit peu, Snowflake ou Databricks ou Palantir, qui eux ne vendent pas de logiciels à cliquer, mais des plateformes qui organisent et pilotent des dizaines d'agents IA. Ceux-là, normalement, seront en position de force. En tout cas, depuis quelques temps, on a vu cette semaine, entre autres, que le secteur a bien rebondi. C'est ce qu'on voit sur le deuxième graphique que j'avais amené. Il y a un tracker, donc un panier d'actions, un fonds qui suit ce secteur en particulier, l'ETF iShares Expanded Tech Software, le ticker c'est IGV, qui a fait une grosse progression. On voit qu'il est bien revenu. On en parlait avec Nicolas juste avant l'émission. Il m'en disait hier, tiens, il a fait plus d'avis, il a fait plus 8, plus 10. Et puis l'heure après, il me disait, ah ben non, on a perdu 5. Donc cette semaine a été assez forte. En général, quand le hardware perd, le logiciel gagne, et quand le logiciel perd, c'est le hardware qui gagne. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu des arbitrages entre ces deux-là. On est short, on est long sur un peu les deux. Kevin Tauzet, est-ce qu'on est finalement face à une difficulté du secteur des logiciels, vous pensez? Il y avait un graphique d'ailleurs qui s'intitulait la revanche du hardware. Ouais, alors bon, la phrase n'est pas de moi, hein, l'ancien patron de Netscape, hein, Mark Andersen, qui disait voilà, les logiciels dévorent le monde parce que dans toutes les chaînes de valeur, toutes les industries qui fabriquaient des voitures, des habits comme Zara, la place du logiciel était tellement importante qu'elle prenait même la place ou le dessus sur l'entreprise. Et donc on le montre ici, et ça a amené à quoi? Ça a amené, donc ici c'est des multiples de valorisation, ça a amené très forte hausse des multiples de valorisation des entreprises du logiciel qui ont approché à peu près les 30 fois les bénéfices attendus sur l'année qui suivait, alors que les fournisseurs d'équipements, eux, évoluaient bon an mal an avec le marché dans son ensemble. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'on a une forme de revanche des équipementiers. Et on voit d'ailleurs, je crois que c'est assez frappant, ces mêmes multiples de valorisation converger entre les fournisseurs d'équipements et les fournisseurs de logiciels. Sur le pourquoi ou d'où ça vient, je crois que le phénomène il est double. Vous parliez donc des agents d'intelligence artificielle. On parle là aussi de gros montants. C'est-à-dire que, on parlait un petit peu d'Anthropic tout à l'heure, ce qui serait l'équivalent d'un revenu annuel chez Anthropic, c'est 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars, ça s'est fait, une entreprise existe depuis 2021. C'est à peu près les revenus d'une entreprise comme Salesforce qui existe depuis 20 ans. C'est 10 milliards de plus qu'une entreprise comme SAP qui existe depuis 50 ans. Donc ça, c'est une réalité. Ça veut dire qu'ils ont pris une part de marché finalement sur les abonnements. Et donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que si vous êtes responsable d'entreprise, chef technologique, vous n'allez pas multiplier par 2, 3, 4 vos budgets informatiques. Vous allez en arbitrer, donc ça peut poser une question, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on est dans une phase de disruption extrêmement forte. Et donc d'incertitude extrêmement élevée. Et je ne suis pas en train de dire que c'est la mort des logiciels, c'est pas du tout mon point, mais c'est que cette phase d'incertitude-là, elle va durer un certain temps. Et les marchés, ils n'aiment pas vraiment ça, et d'ailleurs ça se voit dans les évolutions de mouvements de prix qui sont particulièrement, on va dire, rock'n'roll sur ce secteur des logiciels, parce que le marché a des vrais doutes sur la capacité des entreprises de logiciels à maintenir des marges aussi élevées que les 70-80% qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Peut-être que ce sera compensé par des volumes plus importants, comme le souligne Tara. Si on utilise plus d'intelligence artificielle, ça veut dire plus de données, et ces baisses de marge pourraient être compensées par l'effet volume, mais le marché, aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas prêt à payer pour voir, il va plutôt attendre avant de payer. Nicolas Usigom pour Pilatco. C'est vrai que finalement, c'est cette incertitude qui explique un peu ces yo-yo finalement. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a eu un gros de-rating du secteur. Pour revenir sur l'ETF que Tara mentionnait, si on prend l'indice sous-jacent, je pense qu'au creux d'avril, on payait un peu plus de 20 fois les bénéfices, le secteur. Donc c'était en fait plus ou moins ce qu'on payait pour le marché américain. Et pourtant... C'est ce qu'on voit, vous avez apporté un graphique, oui. Voilà, forte compression des multiples, donc oui. En fait le ratio court-bénéfice... Oui. Le 12 mois futur, en fait, était redescendu quasiment à 20.
Oui, c'est ça. Au mois de mars, après la grosse chute, on est remonté maintenant, on a 26, alors qu'on était en général aux alentours des 30. Oui, c'est ça. Comme Kevin l'a mentionné tout à l'heure, c'est un secteur qui a très bien performé dans le passé, qui se traitait à plus de 30-35 fois les bénéfices. Et ce de-rating, il est intervenu dans un contexte où, en plus de ça, les analystes ont plutôt eu tendance à revoir à la hausse les attentes de croissance sur les 2 prochaines années. Donc c'est plutôt en fait un questionnement du marché par rapport à la réelle disruption de l'IA et à l'existence de leur modèle économique à long terme. Donc c'est vraiment au niveau de la valeur terminale qu'on pose des questions. Au niveau des bénéfices, c'est marrant parce que sur votre deuxième graphique, on voit que les bénéfices, les attentes, les estimations restent en fait toujours en hausse. Oui, elles ont augmenté de 10% depuis le début de l'année. C'est toujours régulier. Donc, tout à fait. Comment expliquer cette baisse ? Donc, comme je le disais, c'est vraiment, je pense, le marché qui a fait diréter le secteur sur la base simple du risque de disruption de l'IA. Plusieurs risques, les marges, on en a parlé. Je pense qu'elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Les sociétés qui éditent des logiciels et intégrer l'IA, évidemment, ça coûte de l'argent. Il y a un risque de désintermédiation, surtout sur les sociétés qui ne font, entre guillemets, que de l'interface client, qui n'ont peut-être pas des bases de données propres. Évidemment, un agent IA peut quand même remplacer une bonne partie de leur business. Il y a la concurrence, on parle beaucoup du vibe coding. Donc le vibe coding, en fait, c'est de créer des logiciels grâce à de l'IA. Donc il y a de plus en plus de logiciels qui se créent sur cette base-là. Et donc, évidemment, qui dit concurrence, dit aussi que c'est plus compliqué pour le secteur. Et le modèle de pricing, il doit être aussi adapté. Il y a plusieurs sociétés dans le secteur qui commencent déjà à adapter leur pricing. Par exemple. C'est-à-dire que plutôt que de facturer, par exemple, sur le nombre d'utilisateurs humains, on peut aussi intégrer le fait qu'on ait des agents IA qui viennent se plugger au software. On pourrait aussi pricer sur base de l'utilisation du software. Plus on a d'agents IA... Au niveau du volume de contenu utilisé. Exactement. Et évidemment, les agents IA, ils vont beaucoup plus vite, ils utilisent beaucoup plus qu'un humain le ferait. Et donc, au final, si les sociétés arrivent à s'adapter dans ce sens, il y a quand même une capacité de monétiser. Et comme le disait Kevin, moi je pense que, ce que le marché veut pour que le rebond soit durable et un peu moins volatile que ce qu'on a vu typiquement cette semaine, c'est que les sociétés montrent que le risque de, cannibalisation de leur modèle existant, il est contrebalancé par un marché total qui est certainement peut-être plus important à long terme en intégrant l'IA, mais il faut savoir le monétiser. Et donc, elles doivent s'adapter. Kevin, vous avez apporté un troisième graphique sur l'emploi dans le secteur des logiciels. Oui. Qu'est-ce qu'il veut exprimer et qu'est-ce qu'on peut voir en fait Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que quelle est la tendance en tout cas ? Je citais donc l'ancien patron de Netscape tout à l'heure. Il y avait de la place. Il y avait de la place que pour le secteur des logiciels. Donc il y avait une vraie pénurie de ces ingénieurs en informatique. D'ailleurs, c'était même extrêmement compliqué pour des entreprises non leaders technologiques mondiales d'aller recruter ces ingénieurs en informatique. Donc on a eu cette forte accélération et depuis, ça s'est tassé. Pourquoi ? Parce que là aussi, je crois qu'il y a cette dimension, cette incertitude là, c'est que est-ce que ces baisses de marge, cette baisse de marge sera compensée par une baisse des volumes, par une hausse des volumes ? C'est possible. Mais plus besoin de codeurs. En tout cas, moins besoin de codeurs. Il y en a besoin de moins. Et donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la fin d'un Salesforce ou d'un Workday. C'est pas du tout mon point. Par contre, ces entreprises-là vont devoir investir plus. Donc, peut-être elles auront un petit peu moins de marge. Et aussi, peut-être là, sur des entreprises de plus petite taille, on va dire des SS2I de taille intermédiaire, là où avant, vous pouviez placer 50, 100, 200 consultants dans différentes entreprises, où vous aviez besoin d'un nombre important d'ingénieurs en informatique pour pouvoir coder, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec moins de personnes et plus d'outils. Et c'est peut-être ça que nous dit ce graphique-là. Alors, certaines sociétés proposent les deux finalement, du software et de l'IA aussi, non ? Si on pense par exemple à Microsoft... Oui, alors là, je vais vous faire un retour d'utilisateur. Je trouve à titre personnel qu'une interface ou un outil comme Claude d'Anthropic, comme ChatGPT d'OpenAI ou comme Perplexity de Perplexity est beaucoup plus efficace que ce moins bon copilote. Donc ça, j'avais vu ça. Bloomberg, un terminal Bloomberg, par exemple, ça coûte $2 000 par mois en banque. Et là, Perplexity, c'est 200
€, 200 $ par mois l'abonnement. Donc là aussi, je pense que ça, c'est des raccourcis je peux comprendre. C'est votre métier, somme toute, voilà, Je simplifie. Ces grands chiffres. On ne va pas remplacer un terminal Bloomberg qui coûte en effet 2 000 € par mois par un abonnement à 20 € à Claude. Mais par contre, là où vous faites un point qui est tout à fait pertinent, c'est que cette forme de barrière à l'entrée extrêmement élevée, eh bien, en fait, elle est en train de baisser un petit peu partout. Voilà. Et puis peut-être aussi que l'IA, prend des infos chez Bloomberg quelque part. Il y a une base aussi qui est importante. Nicolas, vous aviez apporté un graphique justement où on voit la progression au niveau des tâches. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce graphique très impressionnant où on passe de ChatGPT à Claude et en fait, la complexité des tâches est exponentielle. Oui, en fait, on est passé de 4 secondes, d'une tâche humaine de 4 secondes à une tâche humaine de 16 heures. C'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est de dire que les agents IA sont maintenant capables, et de plus en plus vite d'ailleurs, de remplir des tâches qu'un humain prendrait extrêmement longtemps à faire. Et ça continue dans ce sens-là. C'est l'échelle de gauche. Hein. Donc on débute en bas en 4 secondes, on termine en haut à 16 heures. C'est ça. Et ça prend de moins en moins de temps parce qu'en fait, il y a les stats qui montrent qu'en 2019 et 2024, pour que ça double, en fait, il fallait plus ou moins 7 mois. Maintenant, il faut moins de 3 mois. Et il y a des estimations qui montrent que d'ici fin 27, un agent IA pourra en fait très bien réaliser une tâche qu'un humain aurait pris plus de 50 heures. Au niveau de software. Donc c'est... Oui. Donc c'est assez impressionnant. Et en plus de ça, ce qu'on appelle le taux d'hallucination, c'est-à-dire le niveau avec lequel une IA peut répondre à côté, est en baisse. Donc ça montre quand même que... de réponse correcte. Le taux d'erreur, c'est ça que vous voulez dire? Oui, une sorte de taux d'erreur, tout à fait, qui est mesuré sur base des résultats des différents IA. Ouais. Mais donc ça c'est quelque part, Kevin, ce gain de temps, d'efficacité, c'est quelque chose d'attendu évidemment dans l'IA. Oui, mais c'est la base même de l'IA. C'est tout l'objet de ma thèse et de ma thèse d'investissement, c'est que aujourd'hui, ce que vont chercher les investisseurs, c'est de la croissance et de la croissance des bénéfices à plus de 10%. On en trouve dans d'autres secteurs technologiques que dans celui des logiciels, premièrement. Et deuxièmement, c'est où est-ce qu'on peut avoir, on va dire, un peu plus de visibilité. Et je crois qu'on a plus de visibilité aujourd'hui sur les fournisseurs d'équipements d'une part, sur ce qu'on appelle les hyperscalers, donc les géants de la tech d'autre part, que dans le secteur des logiciels. Ça va prendre, on va dire, quelques trimestres et quelques... Ça, c'est d'autres pistes d'investissement, mais toujours dans le même secteur. Et si on reste sur ce secteur, on regarde ces différents compartiments, ça va prendre quelques trimestres et quelques trimestres de publication effective pour que des gens comme Nicolas et moi-même et nos confrères et nos consoeurs puissent en effet regarder si on a des baisses de marge, de combien ces marges baissent, est-ce qu'on a des hausses de volume, est-ce que les modèles d'affaires historiques qui avaient pignon sur rue sont en train d'être disruptés. Et aujourd'hui, le narratif de marché, je crois qu'il est beaucoup plus sensible à le développement d'une nouvelle application d'intelligence artificielle. Donc c'est arrivé avec Claude en février qui a amené les baisses massives, en tout cas la décote massive sur le secteur des logiciels. La probabilité qu'on ait de nouvelles annonces dans ce sens-là au cours des mois qui viennent, elle est importante parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'y essaye. C'est vrai que l'efficacité de Claude, elle est impressionnante. Au niveau des tâches, quand on demande des tâches un peu complexes, on voit que ça permet de gagner du temps. Ah oui, et en plus de ça, ça s'applique à plusieurs métiers. Donc, suite justement au release de Claude Cowork en février, il y a eu plusieurs ajouts qui ont été faits dans le monde légal, dans le monde de la finance. Et du coup, ça n'impactait pas uniquement que le secteur des logiciels. D'ailleurs, il y a d'autres sociétés dans ces différents secteurs qui ont été impactées. C'est ce que montre votre deuxième graphique sur l'impact avec la disruption de l'arrivée de l'IA, en fait, au mois de février, quand on voit ce graphique avec cette grosse différence. Ouais. Donc, ce que j'essaie, on parle beaucoup des marchés d'actions et c'est normal, c'est un moteur de performance qui est important. On parle un petit peu moins des marchés obligataires et des marchés de crédit, et c'est ce qu'on illustre ici, c'est qu'en fait, donc vous avez ici l'évolution des primes de risque, du surcroît de rémunération qu'on a à investir dans des obligations ou dans des prêts faits à des entreprises dans leur ensemble et des entreprises du secteur des logiciels ou du secteur technologique et par rapport à celle des logiciels. Et vous voyez que ça a plutôt bougé de concert et en fait on a vu une vraie hausse
des primes de risque attachées aux prêts faits à ces entreprises du secteur des logiciels. Parce que la concurrence est trop forte. Et parce que je crois qu'il y a un vrai risque de pérennité de certains modèles d'affaires. Certains modèles d'affaires. Dorénavant, ils doivent emprunter plus cher. Alors, ils ont un coût en capital qui remonte. Et puis, on va dire, on l'a vu historiquement, je veux dire, c'est dans les phases où on a une disruption technologique forte qu'on a des accidents. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Kodak. C'était une entreprise formidable, les appareils photo jetables, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait disrupter par une nouvelle technologie. Et cette séquence-là, on la voit historiquement. C'est-à-dire que l'avènement d'Internet, la fin des années 90, le début des années 2000, vous avez des taux de défaut sur les marchés du crédit qui restent dans leur moyenne historique, on va dire autour de 4% sur les marchés du haut rendement. Le secteur du câble a des taux de défaut à 2 chiffres. Vous regardez ce qui se passe pendant la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, plutôt au milieu des années 2010, vous avez une hausse des taux de défaut dans le secteur de l'énergie à 2 chiffres. Vous regardez ce qui se passe depuis maintenant une dizaine d'années avec l'avènement du commerce en ligne et du télétravail. Vous avez des hausses de taux de défaut dans le secteur du retail, donc de la distribution ou de l'immobilier à 2 chiffres. Donc, c'est un petit peu ce qui risque d'arriver sur les logiciels. C'est, je crois, un facteur d'attention. Le marché s'attend à ce qu'il y ait plus de défauts. Un facteur d'attention à avoir sur les marchés du crédit, parce qu'il y a des acteurs, on va dire, de taille petite et de taille moyenne qui sont relativement endettés et auront potentiellement moins d'activité. Je crois que c'est ce que le signal que nous envoie ces mêmes marchés du crédit, c'est que le risque qu'il y ait des accidents est en train de remonter. Que des acteurs comme Workday, Salesforce vont devoir réduire leurs marges. Oui, donc je pense qu'ils sont quand même moins exposés à ce risque de défaillance, mais les acteurs de taille plus petite, sans doute. Oui. Nicolas Zigom, peut-être pour conclure ce débat, pour l'investisseur moyen, comment se positionner aujourd'hui ? En tout cas, sur le secteur, je pense que d'être très attentif par rapport aux prochains résultats, voir ce que les boîtes délivrent, parce que là, c'est ce que le marché veut voir. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. On va maintenant passer aux cryptos. Et voici résumé en 2 minutes toute l'actualité des cryptos de la semaine. Cette semaine, le monde crypto nous rappelle que même les plus gros acteurs ne sont pas à l'abri des réalités financières. 3 actualités à retenir. Tout d'abord, MicroStrategy vend ses premiers bitcoins. Michael Saylor, le plus grand défenseur de bitcoin, avait promis de ne jamais vendre. Pourtant, MicroStrategy a franchi le pas la semaine dernière. L'entreprise a vendu 32 bitcoins pour environ 2,5 millions de dollars. C'est encore une goutte d'eau par rapport aux 843 000 bitcoins qu'elle détient. Mais le symbole est fort. Après des années à s'endetter massivement pour acheter du bitcoin, les intérêts à rembourser deviennent lourds. Saylor parle de vacciner le marché. En clair, il commence à prendre un peu de bénéfices pour alléger la pression. Aujourd'hui, MicroStrategy est même en perte latente de plusieurs milliards, un signal que la stratégie Bitcoin à vie a ses limites. Deuxième info, Bitmain copie la stratégie sur Ethereum. Autre tendance, Bitmain qui détient déjà plus de 5,4 millions d'Ethers, près de 4,5% de tout l'Ethereum existant, lance sa propre action préférentielle à 9,5% de rendement pour financer encore plus d'achats. C'est exactement la même recette que MicroStrategy, empruntée via des produits financiers pour accumuler de la crypto. Pour l'instant, les revenus du staking couvre les intérêts, mais si le prix de l'Ether baisse ou si le rendement du staking diminue, cela pourrait devenir risqué. Un acteur qui contrôle une si grande partie d'Ethereum pose aussi la question de la centralisation du réseau. Enfin, Binance ferme sa marketplace NFT. Effectivement, définitivement, la fermeture le 3 juillet. Les utilisateurs doivent retirer leurs NFT avant cette date. Sinon, ils risquent de les perdre tout simplement. La plateforme parle de mise à niveau, mais le marché des NFT est en chute libre depuis le pic de 2022. Conclusion, moralité en crypto, même les géants doivent parfois ajuster leur plan. Et oui, restez vigilants sur les dettes et les promesses trop belles. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Et voilà pour les cryptos, on marque une petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de Parlons Cash avec vos questions à nos spécialistes en plateau. À tout de suite.
Nous sommes de retour dans Parlons Cash avant d'évoquer la question du téléspectateur. Un petit mot encore sur le Bitcoin, hein, Tara? Oui, alors 2 choses à retenir. Première chose, le Bitcoin a perdu quasiment plus de 10% sur une semaine. Alors, il faut savoir que Michael Saylor qui a vendu des Bitcoins, en fait, simplement parce que le modèle entreprise est basé sur en fait la hausse du Bitcoin. Alors première chose, le Bitcoin, c'est deux pires mois de l'année en général. D'abord, le premier c'est septembre et le deuxième c'est le mois de juin. Donc attention à la saisonnalité. Donc ce mois-ci, le Bitcoin a déjà perdu pas mal sur une semaine, 12%. Deuxième chose, comme je disais, au niveau de Michael Saylor, le patron de stratégie, son business model c'était en fait d'emprunter pour mettre dans le Bitcoin. Tant que ça monte, on peut rembourser ses créanciers. Là, on a vu qu'il a vendu parce qu'en fait, au départ, au début d'année, il avait des réserves courantes pour une trentaine de mois. Maintenant, ses réserves ne peuvent permettre de payer que 7 mois. Donc, il est obligé de vendre. Parce qu'en fait, pas parce qu'il ne croit plus en Bitcoin, simplement parce que le Bitcoin est en train de baisser, donc le serpent se mange la queue. Ouais, il avait dit pourtant, je ne vendrai jamais de Bitcoin. Malheureusement, son modèle est basé sur la hausse du Bitcoin. Donc, si le Bitcoin baisse, il est obligé de rembourser. Très bien, on va passer à la question des téléspectateurs. Une question pour vous, Nicolas. Oui. Une question qui nous vient de Verviers. Depuis le 1er juin, ma banque prélève la taxe sur les plus-values. Comment fait-elle et est-ce plus intéressant peut-être de faire un opt-out? Oui. Expliquez-nous. Alors, ça peut être long, mais je vais essayer de le faire relativement court. Il nous reste 5 minutes. Voilà. Donc, régime taxation des plus-values. Donc, ça a été entré en vigueur au 1er janvier, en fait. Après un accord au gouvernement, on s'est battu au Parlement, à la Chambre. Il y a un peu longtemps, en effet. Au-delà de 10 000 euros de bénéfices, c'est bien ça? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'y viens. Donc, en fait, elle vise plusieurs types de plus-values, dont une, typiquement, c'est sur les actifs financiers. Donc, concrètement, c'est ce que vous avez dans votre portefeuille. Il y a beaucoup d'actifs visés, donc actions, obligations, ETF, fonds. C'est assez large. Il y en a certaines, par contre, qui sont exclues. On peut parler de l'épargne-pension, assurance groupe. Donc, ça, c'est pas dedans quand même. Le principe, en soi, il est assez simple. On voit le tableau à l'écran. Oui, opt-in et opt-out. Ça, c'est la différence entre l'opt-in et l'opt-out. Donc, le principe est assez simple, mais les détails peuvent être un peu moins simples. Donc, c'est d'appliquer un précompte de 10%, en gros, sur la plus-value qui est réalisée lors de la cession d'un actif. Base imposable, du coup, c'est prix de vente moins prix d'acquisition. Petit mot par rapport au prix d'acquisition. Donc, en fait, pour les actifs que vous détenez que vous avez achetés en fait avant 2026, eh bien, en fait, le prix à retenir, c'est le prix de clôture par défaut, donc au 31/12/2025. L'investisseur, dans le cas où il a acheté en fait un actif à un prix qui est supérieur au prix de clôture au 31/12/2025, a néanmoins la possibilité dans sa déclaration fiscale d'aller invoquer ce prix-là. Donc ça, c'est une possibilité pour les plus-values, ce qui n'est pas le cas pour les moins-values. Si vous avez acheté une action en plusieurs étapes, vous avez acheté une action à 100 et puis à 110 et puis à 120. C'est le cours moyen. Non, ce qui se passe, c'est que la méthode FIFO, donc c'est first in, first out. Donc on va utiliser les premières actions achetées et celles-là sont vendues en fait en premier. Alors, au niveau du choix, opt-in, opt-out, donc il y a plusieurs différences. Donc le principe, c'est que dans l'opt-in, la banque va retenir les 10%. Dans l'opt-out, elle ne les retient pas. Et donc c'est à vous à faire le calcul. Il faut faire la démarche. Et de le faire via la déclaration fiscale. Donc du coup, au niveau de la responsabilité, donc dans l'opt-in, c'est la banque qui l'a. Au niveau de l'opt-out, c'est votre responsabilité de faire les démarches nécessaires de votre déclaration fiscale. Dans la déclaration fiscale, il y a quand même des choses que vous devez de toute façon faire dans les deux cas, que ce soit en opt-in ou en opt-out. Vous parlez des 10 000 euros, donc en effet, exonération des 10 000 premiers euros de plus-value de base taxable, donc c'est 1 000 euros en fait de taxation, et ça c'est par personne. Alors la déduction des moins-values, si vous avez généré des moins-values pendant une année, vous pouvez les utiliser pour réduire, je dirais, l'impôt, et ça c'est par année, et ensuite corriger éventuellement la plus-value si vous avez acheté un titre avant à un prix supérieur. J'imagine la deuxième question de Tommaso. Oui. Est-ce que s'il fait l'opt-out, est-ce que comment l'État sait qu'il a un portefeuille d'actions et de combien? Donc, au niveau de l'opt-out, en effet, la banque a l'obligation, je dirais, de transmettre le montant des plus-values à l'administration fiscale. Donc, voilà. Donc, ça de toute façon, c'est un fait. Oui, de toute façon, ça, c'est un fait. Puis, il y a aussi une différence dans les deux méthodes, c'est au niveau du financement de l'impôt. Donc, dans l'opt-in, en fait, vous payez l'impôt anticipativement. Dans l'opt-out, tout se fait au moment de la déclaration fiscale. Donc, vous payez au moment où vous recevez votre avertissement extrait de rôle et tout se fait au même moment. Donc, il y a aussi une différence en termes de cash flow, je dirais, entre les deux méthodes.
Et si on veut laisser faire la banque, c'est automatique ou il faut le signaler? Comment ça se passe? Oui, je pense qu'en général, si vous ne donnez pas réponse, la méthode est plutôt opt-in. Oui. Et donc, c'est la banque qui s'occupe de faire ça. C'est vrai que c'est plus facile pour l'investisseur, mais voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer aux chiffres du jour. Et ce chiffre, c'est pour vous, Kevin, c'est 1000 milliards de dollars. Oui. Expliquez-nous, ça représente quoi? C'est pas la valorisation d'une boîte technologique américaine, c'est le total des encours du principal ETF au monde. Le plus grand ETF du monde. Exactement. Ça a été inventé par qui, les ETF d'abord? Alors, ça a été inventé par un certain monsieur Bogle, qui a fondé une entreprise qui s'appelle Vanguard, et qui a, on va dire, initié ce mouvement de la gestion indicielle. Donc voilà, un monsieur, alors, il est décédé aujourd'hui, enfin il est décédé maintenant, mais c'est l'inventeur. Voilà. C'était dans les années 70, le premier tracker. Il est né entre les deux guerres et dans les années 70, il a créé, en tout cas monté cette approche-là sur un principe qui est que si l'idée c'est de délivrer la performance moyenne du marché, en fait, si vous sélectionnez des gérants qui sont bons et d'autres qui sont moins bons, la somme de tout ça, ça fait la moyenne du marché. Et donc, pourquoi payer des frais globalement, sachant que si on cherche à avoir la moyenne du marché, le risque c'est qu'en payant ces frais, on fera toujours ou systématiquement moins bien. Voilà, il a d'abord lancé le premier fonds de gestion indicielle avec une dizaine de millions de dollars. Il en visait 100 à la levée, et vous voyez qu'on fait avance rapide et on se retrouve avec parmi les plus grands véhicules d'investissement au monde. Donc c'est un ETF là d'actions américaines. C'est sur le SP 500. Hein. Ouais, c'est sur le S&P 500. C'est le deuxième plus grand véhicule d'investissement au monde, après un autre véhicule de gestion indicielle en titre vif géré par cette même entreprise qui s'appelle Vanguard. Je dirais deux choses à ça. La gestion indicielle, ça peut être un très bon outil de gestion. Je ne crois pas que ce soit le seul outil de gestion. C'est-à-dire que c'est un très bon outil de gestion pour des investisseurs qui veulent, on va dire, investir sur des grandes valeurs avec le coût le plus faible possible. Quand on regarde ça, si j'ai pris la liste des 10 plus grands ETF, ils sont tous dedans, le QQQ, tout ce que vous voulez. 827 milliards depuis de nouveaux argent frais. Exactement. Qui sont rentrés. Donc on voit le premier, le Vanguard, mais au total, quand on regarde en haut à droite, 827 milliards. Le tiercé gagnant, ce sera Vanguard, iShares et puis State Street. Ça pose quand même des questions, c'est-à-dire que cette gestion indicielle... Sur le SP 500. Oui, sur le S&P 500 notamment, c'est-à-dire qu'elle accélère les phénomènes qu'on qualifie de momentum. C'est-à-dire que plus une action monte, plus on va l'encourager à monter, si vous voulez. Donc, c'est une machine à financer les gagnants et les existants, et à l'inverse, à sous-financer les acteurs émergents. Et donc, ça peut créer des comportements procycliques et très moutonniers. Voilà. Je travaille plutôt dans une maison qui fait de la gestion active. On sait aussi faire de la surperformance, donc chercher à faire mieux que ces indices de référence dans le temps. Je crois que le critère pour un investisseur, c'est soit il choisit de faire de la gestion passive, et donc auquel cas acheter un véhicule qui est pas cher, ça marche, soit il faut choisir de faire de la vraie gestion active. Entre les deux, celui-là il pose problème parce qu'on n'a pas forcément les marges de manœuvre pour générer de la surperformance d'un côté, et de l'autre, on est quand même sujet à ces frais. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Kevin, Nicolas, Tara, d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir, bien sûr, sur notre site ln24.be, mais aussi sur YouTube. Tout de suite, parole d'expert avec la financière de l'Échiquier. Excellente soirée. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Stéphane Van Tilborg, Countryette Benelux de la financière L'Échiquier, pour mettre en lumière l'offre commerciale de gestion sous mandat Échiquier Club. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Tara. En quoi consiste l'offre Échiquier Club ?
Alors l'offre Échiquier Club, c'est une offre de gestion sous mandat qui est présente en Belgique depuis 2022 et donc c'est une gestion sur mesure en fonction d'un mandat, d'un cahier des charges qu'un client nous octroie. Alors le client, ça peut être une banque, ça peut être une compagnie d'assurance, ça peut être un intermédiaire financier, un conseiller en gestion patrimoniale, mais ça peut être aussi un client final. Donc en fait, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que les clients sont de plus en plus avertis en matière financière, sont de plus en plus exigeants en matière financière et donc aiment à ce qu'on écoute leurs besoins et que ces besoins soient traduits dans une stratégie financière. Et donc Échiquier Club, c'est vraiment répondre en tenant compte des besoins à une stratégie financière pour un client. Pour évidemment trouver aussi des clients particuliers là-dedans. On trouve des clients particuliers dedans, évidemment. En pratique, comment ça se traduit et à qui s'adresse cette offre alors? Alors, en fait, Échiquier Club, si on fait un parallèle par rapport au monde de la mode, ce qu'on a chez les partenaires bancaires, assureurs ou autres traditionnels, c'est souvent pas du sur-mesure, c'est une gestion standardisée, collective, et donc on peut dire que c'est du prêt-à-porter. Échiquier Club, ça se veut être vraiment du sur-mesure. Vous avez votre costume qui est taillé sur vous, pour vous spécifiquement, et ça n'ira qu'à vous. Donc ça s'adresse à des particuliers, à des compagnies d'assurance, à des intermédiaires financiers. On va offrir la possibilité de travailler avec des fonds de la maison, mais également en architecture ouverte. On va s'ouvrir sur des fonds de nos concurrents et néanmoins amis qui auraient des fonds de meilleure qualité sur certaines thématiques ou des fonds que nous n'avons pas. Et alors ça peut être de la gestion active ou ça peut être des trackers. Et au final, on va aussi proposer une offre de gestion en ligne individuelle, 100% action. Et quels sont les avantages et les atouts de cette offre en fait? Alors l'avantage pour le client qui s'adresse à nous, l'intermédiaire financier, c'est d'avoir une délégation en termes de gestion. Et donc il va s'affranchir de la responsabilité de la gestion financière pour, quelque part, se recentrer sur son cœur de métier, qui est la relation avec le client. Donc, il ne perd pas la relation avec le client, mais il va nous déléguer la gestion. Ce sera à nous d'établir un scénario macroéconomique, un scénario de marché, de définir... il y a différents scénarios, donc 1, 2, 3, quelles sont les probabilités de survenance de l'un ou de l'autre. En fonction de ça, on définit une allocation, ce qui est un peu standard comme manière de travailler. Et puis, il faut remplir l'allocation. Donc, avec des fonds de la maison, évidemment, si les fonds sont bons. Et puis, des fonds externes, de la concurrence ou des ETF. Et évidemment, si le client le souhaite, à partir d'un certain patrimoine, on peut aussi offrir des lignes individuelles. Et comment se passe le processus avec l'équipe de gestion, le processus de contact client avec l'équipe de gestion à Paris? Alors, c'est vraiment du sur-mesure. Et donc, on va attribuer un contact partenaire privilégié. Donc il y aura un gérant qui sera attribué, qui est toujours le même gérant, et un backup, un remplaçant au cas où le premier gérant n'est pas là, et toujours le même également. Et donc si le premier gérant est en vacances, le backup connaît le portefeuille, connaît la stratégie, connaît le mandat et peut agir. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a une vraie proximité, parce qu'on offre les atouts d'une grande maison de gestion. La Financière de l'Échiquier, c'est une grande maison de gestion, avec une proximité. On a des rendez-vous réguliers, des reportings réguliers. Les clients peuvent venir nous voir dans nos bureaux à Paris, mais nos gérants se déplacent également chez les gens pour les clients individuels. Et ça nous permet aussi de mieux appréhender le client, de voir où il habite, comment il fonctionne. Comment est-ce qu'on pourrait conclure et résumer en 3 mots Échiquier Club? Alors, Échiquier Club, c'est un avantage, enfin, c'est ce que je disais, c'est l'architecture ouverte, c'est une véritable architecture ouverte. On n'a pas décidé de mettre 20%, 40%, 50% de fonds de la maison. Ce sont les circonstances de marché qui dictent le niveau d'ouverture de l'architecture. Ça, c'est un avantage très, très important. 2, c'est la possibilité pour les clients qui nous font confiance, d'avoir une délégation pleine de gestion et pour l'intermédiaire financier, de garder son cœur de métier, qui est la relation du client. Et puis 3, on est une bonne maison de gestion. On a les standards d'un grand acteur de la finance avec les avantages d'un artisan de la finance, avec cette proximité qu'on offre au client et la connaissance qu'on a du client. Merci beaucoup Stéphane Van Tilborg. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Cash.